Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonjour. Du nouveau sur la route du Tour de France, l'Espagnol Luis Ocaña a pris le maillot jaune en remportant le premier tronçon de la 7e étape. Il est arrivé seul en tête du col de Salève, un peu plus de 2 heures après le départ de Divonne-les-Bains. La seconde partie de l'étape conduira les coureurs à Méribel-les-Alus et ce soir, toute la physionomie de ce tour aura changé grâce à la montagne. En sport, nous parlerons également dans ce journal de la rencontre d'athlétisme France-Pologne. Pour l'instant, la France mène à 5 points près. Pour le reste de l'actualité, à noter un nouveau gouvernement de centre-gauche en Italie, formé par M. Mariano Rumor, le refus du président Nixon de témoigner devant la commission d'enquête du Sénat pour l'affaire Watergate, et puis pour le dollar, on attend les réactions des gouverneurs des banques centrales réunis à Bâle, tandis que M. Giscard d'Estaing réaffirme encore ce matin « le franc ne sera pas réévalué ». Nous parlons maintenant d'un problème qui intéresse les jeunes mères de famille et les futures mamans. L'examen de santé préventif des nourrissons devient obligatoire en France dans les 8 jours suivant la naissance. Il s'agit essentiellement de permettre le dépistage de certaines anomalies qui peuvent être corrigées si elles sont prises à temps. Il vient de naître. Il est beau et bien constitué. Comme lui, 800 000 bébés viennent au monde en France chaque année. Mais 40 000 d'entre eux présentent dès leur naissance des anomalies qui pourraient être à l'origine de certains handicaps. C'est pourquoi, dorénavant, tous les nouveau-nés devront subir un examen de santé dans les 8 premiers jours de leur vie. Ainsi entre en application la loi voulue par Mlle Dienesch, secrétaire d'État chargée des affaires sociales. Les expériences tentées en différentes régions s'étant révélées concluantes. Jusqu'ici, nous avions des examens, mais nous n'avions pas, dans les premiers jours, un examen approfondi. Or, cet examen approfondi nous permet un dépistage précoce de ce qui ne va pas, et dans les autres cas, ça permet d'abord de rassurer la maman et de donner aussi quelques indications fondamentales sur la façon dont il faut traiter le bébé. Examen de santé obligatoire donc pour un dépistage précoce des anomalies. Cet examen, quel est-il? Il regarde, il commence à regarder. Il a un tonus très vif, comme tous les nouveau-nés à terme. Si on le met debout, il se redresse complètement. Et il ébauche la marche. Il serre très fort les doigts. On arrive à le soulever par la contraction de ses doigts. Et il a ce qu'on appelle le réflexe de Moreau, c'est-à-dire un des réflexes primaires qu'on voit chez le nouveau-né. Nous voyons environ 2000 nouveau-nés par an à la maternité Port-Royal, et là-dessus, il y a des anomalies très variées. Les unes ne sont pas visibles immédiatement, et c'est le rôle d'un détectage systématique. Par exemple, l'atrésie de l'œsophage, où le passage d'une sonde immédiatement en salle de travail peut détecter cette anomalie et donner de bien meilleurs résultats chirurgicaux que si le diagnostic est plus long. Ce certificat de santé obligatoire a un triple intérêt. Un intérêt individuel pour l'enfant, un intérêt professionnel pour tous les médecins et tous les gynécologues français qui sauront peut-être dans 5 à 10 ans combien il existe d'accouchements prématurés en France, combien il y a de morts in utero par exemple. Enfin, il y a un intérêt national pour le ministère de la Santé publique qui pourra ainsi prévoir et améliorer les conditions de la naissance des petits Français. Ce certificat de santé sera délivré à la maternité même. Mais les mamans ont-elles vraiment conscience de ce qu'il représente? Oui, parce que d'abord je sais que tout se passe bien, qu'il est bien formé et qu'il est normal. Et puis ce sera aussi assez important pour le médecin qui va le suivre ensuite, qui saura donc ce qui s'est passé et comment ça s'est passé. Qu'est-ce que l'examen de santé a révélé? Eh bien, elle a eu quelques troubles exophthalmiques, mais on m'a dit que ça s'arrangerait très bien. Et on me la rendra certainement à la fin de la semaine. Autre intérêt de ce certificat, vous perdrez vos droits aux allocations familiales si vous ne le présentez pas à la sécurité sociale. Oui, c'est le côté impératif de la loi, mais je crois qu'il n'y aura pas de difficulté. D'abord parce que ce sera facile, la maman est là, sur place, à la maternité, elle aura tout de suite son certificat. Et d'autre part, pour le bébé, c'est un avantage considérable, car rien ne vaut de prendre un bon départ dans la vie, et particulièrement dans le domaine de la santé. Et puis pour le pays aussi, c'est une grosse économie que nous ferons finalement, parce que nous éviterons toutes ces dépenses considérables, des handicaps aggravés, faute de soins au départ. Un papier de plus, diront certains. Peut-être, mais puisqu'il représente le capital santé d'un enfant,
C'est là peut-être un papier de première importance. La route, il sera intéressant de constater le bilan des accidents de ce week-end. Après la limitation, le premier week-end avec la limitation à 100 à l'heure sur l'ensemble des routes, à quelques exceptions près, pour 110 et 120. Souhaitons en tout cas que le nombre des victimes soit nettement inférieur à la coutume. Mais malheureusement, la nuit dernière, un accident invraisemblable a fait 5 morts et 4 blessés graves dans l'Oise. Un jeune automobiliste roulait à gauche lorsqu'une voiture est arrivée en sens inverse avec 4 jeunes gens de 18 à 23 ans. Tous ont été tués. À propos d'accidents de la route, une nouvelle antenne chirurgicale spécialisée vient d'être inaugurée dans le sud-ouest de la France. Ce centre, installé à Libourne, permettra d'éviter une perte de temps souvent fatale lors du transfert des blessés vers des hôpitaux trop éloignés. C'est dans le cadre de l'hôpital Sabatier de Libourne que l'aide médicale urgente, centrée dans le sud-ouest sur Toulouse et la nationale 10 au sud de Bordeaux, vient de progresser vers le nord. Le triangle Cahors, Bordeaux, Limoges commence ainsi à s'équiper en moyens d'intervention rapide grâce à une étroite collaboration des sapeurs-pompiers avec les services hospitaliers. Dans l'hôpital lui-même, un PC radiotéléphone tenu par un sapeur-pompier est en liaison permanente avec la police, les gendarmes, les pompiers et le corps médical d'une part, avec les différents services de l'hôpital d'autre part. Le centre Sabatier, de son côté, met à la disposition de l'antenne mobile un interne, un étudiant hospitalier et une infirmière. L'équipement ultramoderne du véhicule comprend notamment un réanimateur et un stimulateur cardiaque. Présentée officiellement aujourd'hui, l'antenne mobile de Libourne a déjà réalisé de nombreuses interventions dans un périmètre de 20 km, interventions largement centrées sur les accidents de la circulation. La semaine sociale sera marquée par l'évolution du conflit. Chez LIP, à Besançon, on ne croit plus guère aux propositions de rachat par un groupe anglo-américain. À Fos-sur-Mer, on assiste à une certaine détente. 10 000 sur les 13 000 grévistes ont cessé leur mouvement après avoir obtenu 3% d'augmentation et certaines autres garanties. En revanche, à l'usine Péchinet de Noguer, les fours sont toujours arrêtés et les ouvriers ont voté la poursuite de la grève. Cette semaine sera surtout marquée par la chute du dollar. Il va bien falloir prendre des mesures d'urgence si les Américains, eux, laissent leur monnaie se dévaluer continuellement. Va-t-on prendre des mesures aux frontières contre les produits américains ou tenter d'abord une intervention au niveau du président Nixon? Pour l'instant, les gouverneurs des banques centrales sont réunis à Bâle. Il faut attendre leur verdict et les marchés d'échange demain pour en savoir plus. En tout cas, je vous le répète, M. Giscard d'Estaing a réaffirmé ce matin que le franc ne serait pas réévalué. Watergate. Selon un nouveau sondage Gallup, 71% des personnes interrogées penseraient que le président Nixon était au courant du cambriolage du siège du Parti démocrate ou des tentatives d'étouffement de l'affaire. Je vous rappelle que le président Nixon a refusé officiellement de comparaître devant la commission d'enquête du Sénat et de communiquer des documents confidentiels de la présidence. Cela équivaudrait, a-t-il dit, à déballer des secrets d'État en public. Italie, M. Mariano Rumor, l'homme des situations difficiles, vient de constituer un gouvernement, son 4e, formé par une coalition de centre-gauche. Mais la situation politique reste délicate en Italie. En ligne, Victor Vraman. Il a fallu 17 jours à M. Mariano Rumor pour former son gouvernement de centre-gauche. C'est d'ailleurs la 4e fois que M. Rumor, démocrate chrétien, est président du Conseil. Il a donc fallu 17 jours de tractations subtiles avec les 4 partis intéressés. Démocrates chrétiens, socialistes, social-démocrates et républicains, chaque parti voulant évidemment des ministères intéressants. Finalement, les postes clés vont à la démocratie chrétienne. L'intérieur, les affaires étrangères, M. Aldo Moro, et les finances, M. Colombo. Les socialistes obtiennent la justice et on a donné le ministère du Trésor aux républicains qui avaient provoqué la chute du gouvernement Andreotti. Il y a donc 16 démocrates chrétiens, 6 socialistes, 4 sociodémocrates et 2 républicains. Ce qui fait qu'en principe, ce nouveau gouvernement n'aura pas de problème de majorité à la Chambre des députés. Pas de problème de majorité, à condition évidemment que tout le monde respecte le contrat de gouvernement de centre-gauche. Reste à savoir si la discipline jouera au moment où il faudra affronter les grands problèmes actuels, arrêter l'inflation et la hausse des prix, éviter les grèves et l'absentéisme qui paralysent l'économie italienne, ou encore arrêter la violence, qu'elle vienne de l'extrême droite ou de l'extrême gauche. Mais l'essentiel, c'est sans doute de secouer cette indifférence des Italiens qui savent qu'un gouvernement ne dure jamais plus d'une année. Nous restons en Italie pour une information tout à fait différente. Il s'agit du temps et de la vague de chaleur qui sévit toujours. 30 à 35 degrés en moyenne. Les Italiens et les touristes n'ont jamais eu aussi soif. Le
Le moins qu'on puisse dire, c'est que les Romains sont habitués aux grandes chaleurs. Et pourtant, dès qu'il fait 35 degrés, ce qui n'est tout de même pas excessif à Rome, tout le monde se plaint. Quelle chaleur, quelle chaleur. Alors, il y en a qui s'effondrent et qui font la sieste dans la rue, à la terrasse des cafés ou sur les grandes places de Rome. Comment, monsieur, vous dormez alors qu'il y a en face de vous une jolie femme qui dort d'ailleurs. Ah, le monsieur s'est réveillé. Il a vu la jolie femme qui dort. Et la circulation par 35 degrés, un vrai calvaire sous le soleil de Rome. Tout le monde n'a pas une décapotable. On se rafraîchit comme on peut. Les policiers qui règlent la circulation ont des casques spéciaux du genre colonial. Et les chevaux ont des petits bonnets spéciaux contre la chaleur. Tout le monde n'a pas l'air conditionné à Rome. Alors on boit partout, à toutes les fontaines. On fait même la queue devant les fontaines. Est-ce que l'eau est bonne, madame? Les touristes n'en peuvent plus de visiter la ville éternelle. Ils prennent des bains de pieds. Ne croyez surtout pas que ces enfants se baignent pour se rafraîchir. Ils ramassent les pièces de monnaie jetées par les touristes à la fontaine de Trévi. De violents incidents se sont produits la nuit dernière au mur de Berlin. 3 Allemands de l'Est ont fait une tentative de fuite et des Berlinois de l'Ouest, pris de colère, ont alors entrepris d'endommager les obstacles frontaliers en criant des slogans hostiles aux Vopo qui étaient parvenus à empêcher les Allemands de l'Est de prendre la fuite. Des forces militaires ont alors pris position des deux côtés. Les prochains essais nucléaires français dans le Pacifique sont probablement pour bientôt. En effet, le journal officiel annonce aujourd'hui que la navigation maritime sera suspendue dans la zone de sécurité autour de l'atoll de Mururoa à partir du 11 juillet, 0h et jusqu'à nouvel avis. L'enquête sur le plasticage d'une voie ferrée dans Lyon, juste avant l'arrivée d'un autorail, se poursuit. Un suspect qui était entendu à Versailles a été remis en liberté ce matin. On recherche toujours le maître chanteur qui avait écrit à la SNCF pour réclamer une rançon. Double accident mortel ce matin sur l'autodrome de Monza. 2 jeunes motocyclistes, dont Renzo Colombani, qui participaient à une compétition comptant pour le championnat d'Italie junior dans la catégorie 500, sont morts. Les 2 pilotes sont entrés en collision de la même façon et au même endroit que le Finlandais Saarinen et l'Italien Pasolini, qui s'étaient tués tous les deux, vous vous en souvenez, le 20 mai dernier. Pierre Fula, sur la route du Tour, pas d'accident, fort heureusement, mais des changements ce matin. Oui, l'Espagnol Luis Ocaña a choisi de porter la première attaque sérieuse de ce Tour de France sur les pentes des Alpes. Au cours du premier tronçon d'Yvonne-les-Bains-Gaillard, 86 km 500, il est passé en tête du col de Salève avec 53 secondes d'avance sur Martinez. Le Belge Godefroot tenta vainement sa chance, mais Luis Ocaña remporta cette étape devant Martinez, Thévenet, Delille, Van Impe, Torres, Zotemelk et Fuente. Poulidor et Cassio était à 2 minutes 23 secondes. Cet après-midi, deuxième demi-étape, Gaillard-Méribel-les-Alus, 150 km 500. Une autre difficulté, l'ascension du col de Tamy. Luis Ocaña risque fort d'accentuer son avance. Le grand battu de cette première demi-étape, Raymond Poulidor. Bien, nous aurons des images donc dans les émissions sportives de la journée ce soir. Malheureusement, là où se déroule actuellement la route du Tour, nos stations régionales sont trop éloignées pour que nous ayons pu avoir des images à 13h. Il y a une rencontre d'athlétisme importante. La France mène à 5 points près pour l'instant. 5 points, c'est peu, mais les athlètes français se sont brillamment comportés hier soir à Colombes, surtout dans les concours. Point faible jadis de l'athlétisme français, nous attendons un exploit de Tracanini à la perche cet après-midi, et puis de Corval, capitaine de l'équipe de France sur 400 mètres haies. Retransmission bien sûr en direct cet après-midi sur la première et deuxième chaîne. C'est une rencontre France-Pologne. France-Pologne. Merci, bien notre journal est maintenant terminé. Rendez-vous donc à 19h45.